Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai mis fondateur et du libre. Là, c'est quelque chose que je veux faire, dont je veux faire la promotion. J'assistais à la conférence de M. Girard et je suis absolument d'accord qu'on a besoin d'un changement de paradigme dans le milieu de l'éducation. Puis je pense que les MOOC, c'est une initiative ou une tentative de changement de paradigme dans le milieu de l'éducation. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vais regarder brièvement, essayer de faire un tour d'horizon des MOOC. Je vais vous parler de notre initiative et du libre. Je vais vous parler un petit peu de pédagogie MOOC, dans le fond, des changements que ça a amené au niveau de la façon dont on livre des cours. Et je vais terminer avec les impacts, et c'est peut-être ça qui va être le plus intéressant, et les questions qui demeurent en suspens. J'utilise le mot MOOC et non pas CLUM. J'ai décidé de faire comme les Français puis d'utiliser le mot anglais. Donc, on va continuer à utiliser MOOC. Juste avant d'aller plus loin, qui a suivi des MOOC dans la salle? 1, 2, 3, quelques-uns. Donc, on en parle beaucoup. Il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui en ont suivi. Donc, je vais essayer, dans le fond, de faire un bon tour d'horizon pour qu'on comprenne bien, dans le fond, la situation. Le mot MOOC, j'ai utilisé la définition de Mathieu Plourde, qui est au Nouveau-Brunswick, et c'est lui qui a été, en fait, le premier, pratiquement, à utiliser le mot MOOC. Donc, Massive Open Online Courses, et chaque mot, dans le fond, peut être interprété de façon différente. Massive, donc, plus qu'un cours normal. Est-ce que ça va de 1000 à 100 000? Certains cours aux États-Unis, il y a 100 000 étudiants par cours. J'ai un collègue qui enseigne un cours de Python, et lui, il a eu 450 000 étudiants en 4 fois. Les nôtres à HEC varient entre 3 500 et 10 000 étudiants. Donc, ça varie entre 1000 et plus. Open a beaucoup changé. Open a été ouvert à tous, gratuit. C'est en train de se restreindre un petit peu, puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Online, évidemment, en ligne, c'est assez clair. Et cours, c'est un vrai cours. Donc, ça prend la forme d'un cours, ça prend la forme des examens, du matériel à regarder, des lectures à faire et des évaluations. Donc, on prend vraiment la forme de cours. La plupart ont des durées limitées, certains autres sont ouverts, mais on a vraiment le concept de cours à l'intérieur. Donc, le tour d'horizon, tout ça a commencé à l'automne 2011 à Stanford. C'est un cours d'intelligence artificielle. Sébastien Tron et Peter Norvig, les deux de Google, ont décidé de mettre leur cours d'intelligence artificielle en ligne. Je pense qu'ils étaient tannés d'avoir un paquet d'étudiants qui dormaient le matin. Donc, on dit, on va le mettre en ligne. Puis, tant qu'elle le met en ligne, on va l'ouvrir à tout le monde. Et ça a décollé très rapidement. Puis, ils ont eu 100 000 étudiants qui se sont inscrits à leur cours. Je me suis inscrit. Très difficile, le vrai cours d'intelligence artificielle. J'ai pas été capable de finir. Et tout le phénomène a commencé là. En même temps, il y avait un autre cours de base de données à Stanford. Les deux, très rapidement, Sébastien Tron a fondé Udacity, donc une plateforme qui offre des cours en ligne gratuits, donc en février 2012. Donc, tout a décollé là, vraiment très rapidement. De là, les Américains étant ce qu'ils sont, une opportunité intéressante. Donc, on développe Coursera en avril 2012. Coursera a été financé par du capital de risque. Ils ont eu à peu près 60 millions de financement. Je vous parlerai de mon budget plus tard, c'est un petit peu plus petit que ça. Donc, ils ont eu quand même beaucoup d'argent. Grand succès. Sur la slide, on voit 16 millions de personnes qui se sont inscrites, 1500 cours différents, 140 partenaires. Donc, c'est présentement le site pour les MOOC, c'est le site qui a le plus de cours et des cours extrêmement intéressants. Si on regarde dans le bas, on voit l'Université de la Californie à San Diego, l'Université du Michigan, Duke, Johns Hopkins, donc les meilleures universités qui offrent des cours sur Coursera. Vous avez un très grand choix de cours de très, très, très bonne qualité. Voyant ceci, les gens de la côte Est ne pouvaient pas laisser les gens de la côte Ouest prendre toute la place. Donc, Harvard et MIT se sont mis ensemble. Les deux institutions ont investi 20 millions chacun pour développer edX, avec une philosophie différente. Coursera, donc très privé, et éventuellement, ils doivent refaire de l'argent. edX demeure quelque chose qui est pour le monde de l'éducation en tout premier lieu. Et on a attiré aussi des partenaires de qualité, Berkeley, Texas, Columbia, les universités françaises. Donc, on attire des gens. edX,
ce consortium a développé un logiciel, donc la même chose que Coursera, ils ont développé chacun leur plateforme. edX a développé sa plateforme et il l'a rendu logiciel libre. Donc, vous allez voir, EduLib s'est transformé et a utilisé la plateforme. Donc, on remet beaucoup ici au milieu de l'éducation. Évidemment, si les Américains font des choses, les Anglais ne pouvaient pas laisser les choses là. Donc, ils ont fondé FutureLearn, mais remarquez la date, octobre 2013, presque un an et demi plus tard. Et là, ici, c'est une initiative d'Open University, donc très habile avec tout ce qui est open et la formation à distance. Et évidemment, si les Anglais font des choses, il faut que les Français fassent des choses. Donc, la France, ça a commencé avec un consortium d'universités. Et très rapidement, le gouvernement a repris ça. Donc, contrairement aux États-Unis où c'est beaucoup plus privé, la France est devenue gouvernementale. On voit différents modèles là, émerger. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et en bon français, ils ont appelé ça FUN, donc France Université Numérique. Donc, on développe des cours et on retrouve beaucoup de cours. Ils ont été assez agressifs et assez innovateurs pour faire des choses. Ils ont, je crois, au moins une centaine de cours qui ont été offerts et qui regroupent la plupart des universités publiques en France. Donc, octobre 2013, aussi un an et demi plus tard. Au Québec, donc l'initiative de HEC, au départ, c'est maintenant une initiative de l'Université de Montréal et de Polytechnique. Donc, ça s'appelait EduLib et on a parti ça en octobre 2012. Donc, dans la francophonie, on a été de loin les premiers et on a fait très rapidement. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, bon, vous remarquez des cours de marketing, il y a un cours... Thierry Carcenti qui était sur le panel, donc innovation technologique en enseignement supérieur avec Bruno Bois-Lubert, processus de raisonnement clinique par la faculté de médecine, en chimie, en polytechnique, la chimie en route vers le génie. Donc, on commence à ouvrir et à offrir toute une diversité de cours sur EduLib. Donc, EduLib, on est passé d'une plateforme open source Sakai à une plateforme open source OpenEdX. Donc, on profite vraiment là, des innovations qui nous viennent, dans le fond, des deux partenaires MIT et Harvard. À la grandeur du Québec, ça a été quand même j'appelle un succès. Il y a plus que 40 000 personnes qui sont inscrites aux différents cours, donc 10 cours d'affaires. 50 des gens viennent hors du Québec et 185 pays différents. Donc, on a réussi vraiment à attirer des gens d'un petit peu partout. On voudrait aller plus loin et on voudrait en faire plus, mais je pense qu'à notre échelle, c'est quand même intéressant. Pourquoi? On me demande souvent pourquoi vous n'avez pas pris les autres plateformes. Quand on a lancé en octobre 2012, Coursera ne faisait rien en français, edX était très cher, Fun n'existait pas. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix que de prendre notre propre plateforme. Donc, on essaie d'étendre un petit peu. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres initiatives au Québec. La TELUC a 2 cours, l'UQTR a eu 1 cours, Laval 1 cours, je crois. Donc, c'est assez limité, là. On a au Québec une offre de MOOC beaucoup plus limitée que ce qui se fait en France et beaucoup plus limitée que ce que les Américains font. Donc, en résumé, offre très diversifiée, de très grande qualité. Là, il y a des prix Nobel là, qui enseignent des MOOC. Donc, si vous êtes intéressé à l'astrologie, vous allez trouver quelqu'un de vraiment exceptionnel pour être capable de le faire, en médecine. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et donc, les meilleurs professeurs des meilleures universités. J'ai juste mis par exemple, là, quelqu'un qui voudrait faire sa première année MBA, c'est à peu près 10 cours, à peu près tous les MBA offrent ces cours-là. On aurait pu suivre un cours de Ross, qui est au Michigan, Introduction à la finance, un de Wharton, un de Caltech, un de Darden, un de Princeton, un autre de Wharton et de Stanford. Ça ne fait pas de mauvaise brochette là, pour faire une première année MBA. Vous avez, puis je connais quelques-uns des professeurs là-dedans. Celui de Wharton, Introduction to Operations Management, c'est le prof par excellence. Et la même chose, Financial Accounting, c'est les meilleurs profs de l'université. Donc, on peut se bâtir un portfolio de cours qui est pas mal intéressant. Et ça, pour nous, éventuellement, ça peut devenir inquiétant. Quelques mots sur la pédagogie MOOC. Gilbert a mentionné que ça n'avait rien révolutionné en termes de livraison. Il a tout à fait raison. Je ne pense pas que la révolution soit en termes de livraison, mais en termes de ce que on parlait, M. Girard parlait du contrôle de l'étudiant. Ici, dans les MOOC, l'étudiant a parfait contrôle sur son apprentissage. Donc, ce qu'on a fait, puisque la plupart des MOOC font, prennent
6 semaines de cours à peu près, donc pas 12, 6, un petit peu plus court. Divise ça en séances ou en modules et de 5 à 6 vidéos de 10 à 15 minutes. Donc, tout est découpé de façon très précise en des vidéos. Les vidéos sont suivies d'exercices à faire pour réfléchir sur la vidéo ou sur le matériel qui est, et de travail et d'examen par la suite. C'est pas mal la technologie qui a été employée avec un forum de discussion. L'étudiant, dans tout ça, bien, juste revenir un petit peu, au début, les MOOC, on libérait le matériel semaine par semaine. De plus en plus, là, les MOOC qu'on fait, on libère tout le matériel en même temps. Donc, l'étudiant a tout son matériel. En classe, c'est obligé de suivre les choses de façon linéaire. Là, c'est intéressant. Si je veux suivre la 4e semaine avant la première, je peux très bien, je peux aller voir ce qui s'en vient. Donc, j'ai vraiment contrôle. Puis si je décide de faire tout le cours dans un week-end, je fais tout le cours dans un week-end et j'ai terminé. Donc, l'étudiant a vraiment très bon contrôle sur ce qui se passe en termes d'apprentissage. Et la révolution, elle est plutôt là que dans le mode de livraison. C'est sûr que c'est des capsules, mais ce n'est pas un prof en classe. On est allé un cran plus loin. On a fait vraiment des capsules spécifiques pour les MOOC. Filmer un prof en classe et de le mettre en capsule, c'est habituellement un désastre. Ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc, il y a un effort de la plupart des universités de revoir la façon dont le matériel est livré. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'une heure de vidéo, c'est à peu près l'équivalent de 3 heures de classe, parce que tout est bien fait, bien scripté, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de temps mort. Donc, cette façon de livrer est vraiment intéressante, je crois, pour l'étudiant. On rajoute à ça des forums de discussion. Et dans les forums, là, les étudiants prennent vraiment leur apprentissage dans leurs propres mains. On avait un cours de marketing, puis on avait dit on va mettre un assistant pour suivre le forum. Puis l'assistant n'était pas très dévoué à la tâche, mettons que ça lui prenait du temps à répondre au forum. Et ce qui s'est produit, c'est que très rapidement, les étudiants ont saisi le forum et se sont mis à se répondre entre eux. Et essentiellement, puis les réponses qu'ils se donnaient étaient tout à fait correctes. Le deuxième cours, le cours de comptabilité, l'assistant était vraiment parfait, répondait tout de suite, les étudiants ont arrêté de participer. Essentiellement, si on ne participe pas comme prof, ils prennent en main, ils décident de prendre en main leur propre éducation. Donc là, je trouve ça intéressant. Donc la révolution, ce n'est pas tellement dans la façon dont les profs livrent le matériel, mais dans la façon dont on structure les choses et les étudiants peuvent faire le travail. Donc j'ai résumé ça ici. Donc, un expert reconnu, contenu vidéo, il y a une certaine structure, habituellement, il y a un administrateur, puis on met certains moyens en place pour socialiser les étudiants. Quand on parle de MOOC, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que ça vous donne exactement? Et là, on a vu vraiment les modèles d'affaires changer dans les 3 ou 4 dernières années. Puis quand on parle de MOOC, il faut bien se rendre compte que le phénomène a 4 ans seulement. Là. Donc, c'est un phénomène qui a généré beaucoup d'encre. New York Times en a parlé comme étant 2012, the year of the MOOC. Ça a généré beaucoup de discussions, mais ça a juste 4 ans. Là. Puis les choses continuent à évoluer et évoluent assez rapidement. Donc, en termes de modèle d'affaires, pourquoi HEC ferait ce genre de choses? Puis je vais revenir un petit peu plus en détail. Mais là, présentement, il y a des plateformes où les cours sont gratuits puis les attestations sont gratuites. Fun, Future Learn et du Libre. Donc, si vous vous inscrivez au cours de comptabilité qui débute la semaine prochaine, bien, vous allez pouvoir recevoir une attestation gratuite comme quoi vous avez réussi le cours si vous allez plus loin. Du côté américain, on a investi d'énormes sommes d'argent. Là, eux commencent à sentir une pression pour rentabiliser beaucoup plus les choses. Puis moi aussi, d'ailleurs, sur EduLib, ça commence, dans mon école, on me pousse pour que ce soit un petit peu plus payant que ce l'est maintenant. J'y reviendrai. edX, eux, ont décidé que les cours étaient gratuits. On peut toujours s'inscrire, mais si tu veux une attestation, tu devras payer. Donc, les attestations varient entre 50 et 100 $. Donc, on te donne l'attestation, mais tu dois la payer pour l'attestation. C'est une attestation authentifiée, donc qui dit que tu as vraiment suivi le cours. Udacity, eux, ont changé complètement leur modèle depuis le début. Il n'y a plus de cours gratuits. Udacity forme essentiellement pour l'entreprise, donc ce n'est pas des cours universitaires. Ce n'est pas des universités, c'est Microsoft, c'est des fournisseurs de technologie qui forment. Et c'est pour 200 $ par mois. Fait que quelqu'un qui va apprendre Python, puis il veut l'apprendre vite, mais ça va lui coûter 200 $ s'il se dépêche à le faire dans un mois. Donc, c'est des abonnements. Donc, une autre façon de valoriser les choses.
Coursera, qui était le modèle des MOOC, a tout récemment changé son modèle d'affaires. J'imagine que le capital de risque veut un certain retour sur investissement. Il reste quelques cours gratuits, mais la plupart des cours maintenant sont payants, donc de 50 à 150 $. Bon, d'un autre côté, un cours à 50 $ venant de Stanford avec une attestation, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus. Donc, ce n'est pas très cher. Donc, par rapport aux cours, et si vous remarquez, beaucoup d'universités privées à l'intérieur de ça, et qui, pour leurs cours en présentiel, un cours aux États-Unis de 3 crédits, c'est 2 000, 2 500 $ à peu près par cours. Puis là, ceux-là sont à 90 $ ici. Donc, si vous voulez une spécialisation en gestion de projet, vous avez 4 cours, ça vous coûte 360 $ au total, authentifiés par une université de très haute qualité. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant pour la formation continue. C'est intéressant même pour une formation de deuxième cycle. Est-ce que je suis ingénieur, est-ce que vraiment je suis obligé de me taper un MBA d'HEC ou ce serait peut-être intéressant de peut-être prendre juste ces cours-là sur demande? Donc, on a des choses de qualité, mais vraiment, de moins en moins gratuits, mais vraiment pas très cher. Quand on a parlé de MOOC, beaucoup de gens ont parlé de creative destruction, que l'université allait disparaître, que c'était la fin de l'université. Évidemment, l'université est encore là, l'université n'est pas prête de disparaître, l'université est une institution très riche qui va probablement demeurer. Ceci étant dit, je crois qu'on a besoin d'innovation, qu'il va falloir innover et que si on pense que le modèle actuel va demeurer pour les 20 prochaines années, c'est faux. Je pense qu'on se leurre énormément. Donc, il y a une partie des MOOC qui jouent ce rôle-là, puis je vais peut-être parler un petit peu plus de mon institution qui est emmenée. Je pense que le rôle des MOOC a été jusqu'à maintenant un agent de changement absolument extraordinaire dans le milieu de l'enseignement supérieur. Voici quelques exemples de changements qui se sont produits. Démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est la première fois que les universités ouvrent leurs portes à l'extérieur. Les universités, on a toujours été très rigides. Hein? Si tu n'as pas ton bac, tu ne peux pas faire ta maîtrise. Si tu n'as pas suivi tel cours avec telle moyenne. Là, c'est la première fois. On ouvre complètement. On n'a aucune espèce d'idée qui est dans nos cours. Tu as peut-être quelqu'un de 15 ans. Bon, nos statistiques nous montrent que ce n'est pas ça. La plupart des gens ont déjà un premier cycle. Mais là, on démocratise vraiment l'enseignement supérieur. J'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « j'ai jamais eu l'occasion d'aller à l'université, moyens financiers, problèmes de famille, et là, finalement, je peux suivre des cours à l'université. » Mais juste ça, c'est fantastique. La deuxième ville qui suit des cours sur EduLib, c'est Port-au-Prince à Haïti. Il y a d'énormes besoins de formation en gestion, et là, je pense qu'on répond vraiment à des besoins criants de formation en gestion. Donc, tout ça fait qu'on a ouvert les portes et pour moi, c'est vraiment important. On parle beaucoup de responsabilité sociale. Bien, là, c'est le temps que l'université dise, bien oui, on va ouvrir un petit peu plus. Deuxième chose, ça a permis de valoriser l'apprentissage en ligne. On a toujours, surtout d'institutions un peu conservatrices comme la mienne, là, je suis à HEC Montréal, on a toujours pensé que l'apprentissage en ligne, c'était pour les autres, c'était vraiment. Et là, on commence à se rendre compte qu'on peut livrer des choses, mais vraiment de bonne qualité, probablement même meilleures que ce qui se fait en classe dans beaucoup de cas. Et là, tout d'un coup, ça a changé dans mon institution, du moins, là, ça a vraiment changé la donne. On est en train de dire, ah oui, peut-être qu'on devrait penser à faire ça. Et dans beaucoup d'universités, on a fait ça. Stanford faisait à peu près rien en ligne, fait énormément de choses. Harvard, sous aucun prétexte, on fait maintenant de plus en plus de choses en ligne. Donc, ça a valorisé, dans le fond, le fait qu'on peut faire des choses de qualité en ligne. Les universités, on est tous en train de se repencher sur les méthodes pédagogiques. La méthode pédagogique typique de l'université, c'est que tu prends tes étudiants, tu en mets 60, entre 60 et 200 en classe, de cours magistral à cours participatif, mais ça demeure 3 heures de cours, tu amènes les gens en classe. Là, on est en train vraiment de réévaluer. Est-ce qu'on n'est pas mieux de faire, M. Girard a parlé de pédagogie inversée, est-ce qu'on n'est pas mieux de sortir la théorie, l'encapsuler, avoir du temps de classe un petit peu plus restreint, mais du temps de classe qui est vraiment participatif puis actif. Là, nous, on a toutes sortes de comités qui sont en train de regarder ce genre de choses. Et ça,
c'est, d'après moi, un changement fondamental. On n'enseignera plus de la même façon. Dans 10 ans, le cours magistral typique de transmission de connaissances n'existera plus. Du moins, j'espère, là, parce que je ne sais pas si vous avez déjà suivi vous avez tous suivi des cours à l'université, mais souvenez-vous, adolescents, un 3 heures de cours à 8h30, c'est à peu près la mort, là. Donc, on ne veut pas faire ce genre de choses. 3 heures, c'est à peu près antipédagogique. Êtes-vous capable de vous asseoir 3 heures et écouter quelqu'un? Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Puis c'est ce qu'on demande à nos étudiants. Donc, à peu près toutes les universités essaient de revoir les méthodes pédagogiques. Ça nous a fait réfléchir à autre chose. Ça a aussi permis une accélération de l'innovation technopédagogique. Dans le sens que, par exemple, la plateforme Open... Les universités au Québec, on est tous sur Moodle. Nous, à HEC, on fait différent, on est sur Sakai. Mais on est tous avec des vieilles plateformes qui datent de 10 à 15 ans. Là, on arrive avec OpenEdX, qui est toute nouvelle technologie. Donc, on regarde, donc on a développé spécifiquement pour ça. Donc, il y a vraiment une accélération là, au niveau de comment utiliser les technologies, qu'est-ce qu'on est capable de faire, et ce qu'on n'aurait probablement pas eu si on n'avait pas eu les MOOC de façon générale. Et toutes sortes de nouvelles avenues de recherche là, qui sont en train de se développer parce qu'on a des MOOC. C'est fantastique, là. On a 10 000 étudiants, on passe un questionnaire sur, par exemple, la persévérance en classe. Il y a Bruno Poilhubert qui travaille avec Thierry Carcenti à la Faculté de l'éducation sur la persévérance dans les cours en ligne. Mais là, tu passes ton questionnaire, puis tu as 1200 répondants. On n'a jamais eu ce genre de choses. Et on a une analytique très précise sur qui a fait quoi à telle heure. Donc, je sais que tel étudiant a regardé telle vidéo tel matin pendant 10 minutes. Il a arrêté. Là, on peut se poser la question, pourquoi il a arrêté la vidéo? Est-ce que c'était parce qu'elle est ennuyante? Et ainsi de suite. Donc, on apprend beaucoup plus sur ce qui se passe dans notre monde. Donc, on a des données. Donc, on commence à ressembler, dans le fond, à Amazon, à Twitter, aux gens qui reçoivent énormément de données numériques. Donc, tout ce qui est analytique d'apprentissage est en train de prendre énormément d'importance. Donc, tout ça est dû au MOOC. Donc, comme agent de changement, c'est assez intéressant. Je vais terminer avec quelques questions en suspens, puis après ça, on pourra ouvrir sur des questions. Ça soulève beaucoup de questions, puis on peut se demander, là, quand on est dans des institutions, qu'est-ce qui va se passer si ce mouvement continue, puis je pense qu'il va continuer. Il y a trop d'investissements qui ont été faits jusqu'à maintenant. La première, moi, ce qui me inquiète, puis surtout quand on enseigne au deuxième cycle, est-ce qu'on va préférer une attestation d'MIT à 75 $ ou un cours crédité d'HEC qui coûte 385 $? Hein? Tu veux un cours de gestion de projet, là, nous, au certificat, on offre des cours de gestion de projet. Pourquoi je ne prendrais pas le cours de gestion de projet à MIT? Bon, on le sait, les universités sont financées en termes de nombre d'étudiants. Ça peut devenir intéressant. Donc, il y a un certain danger pour nous à ce niveau-là. L'autre, moi qui m'inquiète, c'est encore plus que la première, c'est quand les employeurs vont commencer à reconnaître toutes ces attestations. Et là, dans les MOOC, là, chez Coursera, on offre maintenant des spécialisations. MIT a une spécialisation en Supply Chain Management. 4 cours, encore là, vraiment impeccables. Coursera a toutes sortes de spécialisations dans toutes sortes de domaines. Tu as ton premier cycle, tu fais ta spécialisation, tu as tes attestations. Les employeurs vont commencer à réagir là, à ça. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui mettent sur leur CV le fait qu'ils ont suivi un cours sur Edulib. Donc, on va réagir à ce genre de choses. Et si on commence à les reconnaître pas mal, bien, il y a un danger, là. Parce que pourquoi j'irais m'asseoir en classe quand je suis capable de le faire de cette façon-là? Pourquoi j'irais faire de la formation exécutive à HEC quand je suis capable d'avoir des choses de très haute qualité sur le web? Nous, est-ce qu'on devrait reconnaître les attestations? Quelqu'un a suivi un cours de comptabilité avec la sommité mondiale à Harvard, puis là, il vient suivre notre cours pour des crédits, puis on dit non, il faudrait peut-être que tu recommences, hein, notre cours. Ça va finir par devenir un petit peu délicat, là. Mais là, on est en train de penser, à HEC, peut-être que s'ils ont suivi notre MOOC, ils reviennent, ils font un examen supplémentaire. Donc, on est en train d'essayer peut-être d'arrimer, dans le fond, les choses à ce qu'on peut. Bon, et la question qui tue, qu'est-ce que le gouvernement du Québec va faire avec tout ça?
Juste un cours, le 385 là, il y a à peu près il y a 80 là, qui va venir du gouvernement du Québec. Donc, les étudiants payent 300, puis le gouvernement va nous donner beaucoup plus parce que les étudiants payent seulement 20 fait que quelques milliers de dollars. HEC, on donne 40 cours de comptabilité par année à 60 étudiants. Ils ont 2400 étudiants qui suivent comptabilité, ça se ressemble pas mal. Vous répétez ça à l'UQAM, à Concordia, à Laval, à l'UQTR et ainsi de suite. Il doit se donner 100 cours de comptabilité probablement au Québec. Au total, il y a peut-être 5000 étudiants qui suivent des cours de comptabilité, qu'on finance tout. Bien, moi, je suis capable de mettre 5000 étudiants dans un MOOC sans aucun problème. Je vais gérer ça, ça roule. Il y a peut-être des économies, peut-être des façons de faire, peut-être des choses différentes. Donc, comment on va réagir vis-à-vis ce genre de choses? Comme il me reste 5 minutes, puis ça tombe bien, il me reste une slide. Donc, il y a des questions, il y en a probablement beaucoup d'autres qui viennent avec l'utilisation ou la présence des MOOC dans le milieu. Je vous laisse avec une réflexion, moi, qui me... si on regarde tout le numérique, là, le commerce de détail, c'est complètement différent. Là. Les magasins ont perdu 10 de leur achalandage à cause du commerce électronique. Amazon va vendre pour 80 milliards cette année, quelque chose comme ça. L'édition, hein, la presse arrête de publier, ça change extrêmement rapidement. Les livres, tu es d'avoir des livres gratuits, tu te jettes un livre sur Kindle pour 3 donc, changement drastique. La musique, on connaît tous ce qui est produit avec la musique. Pourquoi l'éducation serait différente? On vend de l'information et uniquement de l'information. On vend. Donc, nous aussi, je crois qu'on va être pris dans ces transformations radicales qui vont se produire. Ça ne s'est pas produit encore, mais d'ici 10 ans, je ne pense pas que du moins les universités, le secondaire est peut-être un petit peu différent, mais même là, j'ai l'impression qu'on va voir des choses très différentes, des alternatives à ce qu'on fait maintenant. On comprend que le bateau est gros à changer. On ne changera pas de façon monolithique, mais je pense qu'on va avoir des expériences différentes qui vont être extrêmement intéressantes. Si j'avais à me partir une université dans un pays en voie de développement, je n'engagerais pas de profs présentement. J'aurais des gens qui travailleraient sur place et j'aurais des alliances avec les Coursera et edX de ce monde pour livrer les cours et on pourrait partir de là, puis je pourrais livrer une université à 100 fois moins cher que si j'avais à construire comme tel. Donc, il y a des façons différentes de faire et c'est je crois que les MOOC vont nous apporter dans les prochaines années. Ça n'a pas été la révolution en date, mais je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. C'est un phénomène qui est là pour y rester. Donc, merci. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir.